Un cessez-le-feu est-il possible au Liban entre l'armée israélienne et le Hezbollah? Une trêve peut-elle advenir à Gaza, l'enclave palestinienne assiégée? Et que change l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? On va tenter d'y voir plus clair avec Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur TV5. Vous êtes politologue, président de l'IRMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, auteur notamment avec Pierre Blanc du livre Atlas du Moyen-Orient aux racines de la violence. C'est aux éditions Autrement. Demain, mardi, Amos Hochstein, l'émissaire spécial américain, est attendu à Beyrouth, au Liban. Certaines sources, mais il faut être prudent, évoquent des progrès. Le Liban, le Hezbollah et y compris Israël seraient sur le point de conclure un cessez-le-feu. Tout cela semble très fragile, ça ne tient qu'à un fil. Qu'en est-il ? C'est difficile à dire, mais vous savez, depuis des mois et des mois, si je prends pas simplement le Liban, mais Gaza, on était toujours dans ce questionnement. Il va y avoir des négociations, elles vont peut-être aboutir à un cessez-le-feu. On a vu ça en octobre, en novembre ça a fonctionné, et par la suite, c'est toujours le même scénario avec le même résultat, pas de cessez-le-feu. Novembre 2023. 2023, bien entendu, il y a un an. C'est au moment où il y a eu effectivement une trêve qu'on a oubliée aujourd'hui. Mais si vous voulez, aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, je ne crois plus du tout à des cessez-le-feu. À Gaza, c'est clair. En fait, je pense que Netanyahou souhaite pouvoir conserver la situation en état. Ça veut dire quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, ce qu'il veut, c'est pouvoir, à chaque fois qu'il le désire, faire intervenir l'armée israélienne, qui par ailleurs ne veut pas et ne quittera pas la bande de Gaza. En tout cas, elle sera sur le corridor de Netzarim, elle sera sur le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte, ou bien, comme c'est en ce moment en train de se faire, au nord. Alors, on va s'arrêter longuement sur Gaza, mais d'abord le Liban, parce que pour le Liban, ça semble peut-être moins compliqué, si on peut le dire ainsi, oui, mais je pense que par rapport à Gaza. Vous avez raison, mais je pense que c'est quand même la même logique. Et dans les déclarations que j'ai encore lues dans la presse israélienne il y a 24 heures, Netanyahou dit mais on veut toujours avoir le droit d'intervenir comme on veut au sud Liban. Donc ça veut dire qu'on veut pouvoir continuer à intervenir contre le Hezbollah au sens très large du terme. C'est pas simplement ceux qui ont des armes, c'est tous les membres du Hezbollah ou les proches. Donc je ne crois pas à un cessez-le-feu qui conduirait à un arrêt des combats et puis aussi qui permettrait le retour du 1,2 million habitants qui ont fui le Sud-Liban. Sans oublier que vous avez beaucoup de villages qui ont été complètement détruits. Mais des sources, encore une fois, y compris dans la presse arabe en Arabie Saoudite, disent que Israël dit avoir atteint son objectif, notamment pour le retour, vous évoquez les civils libanais, mais des 60 000 civils israéliens dans le nord d'Israël. Est-ce que l'objectif est atteint ? C'est complètement différent. L'objectif de Netanyahou, c'était effectivement de faire en sorte que les 80 ou 100 000 Israéliens qui avaient été obligés de quitter le nord du pays, Kiryat Shmona par exemple, qui est une ville tout à côté de la frontière libanaise, puissent revenir. Ça, c'est possible. Mais en même temps, nous sommes dans une fragilité absolue, parce que c'est possible, mais par rapport après avoir vidé le Sud-Liban. Et donc, il est clair qu'il y aura forcément des réactions de la part du Hezbollah ou d'autres organisations, parce que ça donne un chaos au Liban. Donc, on ne peut pas avoir une situation qui serait peut-être normalisée au nord d'Israël, qui serait en soi une bonne chose, évidemment, mais au prix d'un chaos au Liban, pas simplement au Sud-Liban, mais au Liban. Quand on dit 1,2 million, enfin un peu plus d'1 million d'habitants, il faut rappeler qu'au Liban, il y a peut-être 5 millions d'habitants. On ne sait pas exactement, mais vous voyez, 1 sur 5 minimum. Donc c'est quelque chose qui va forcément produire du chaos, produire des réactions, donc de l'insécurité, y compris pour le nord d'Israël. Alors, on aimerait votre éclairage sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité adoptée en 2006, puisque dans les négociations, il y aurait la mise en place d'une commission pour superviser la mise en œuvre de cette résolution. Le Hezbollah dit qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait l'Allemagne et le Royaume-Uni. Là, encore une fois, avec le conditionnel, les États-Unis disent « OK, il n'y aura pas le Royaume-Uni », mais tout cela, encore une fois, on est vraiment dans l'incertitude. Mais tout de même, rappelez-nous ce que dit ce texte. La 1701 a été adoptée par le Conseil de sécurité au lendemain de la guerre de 2006. Il y avait déjà une finule et la résolution 1701 a en quelque sorte renforcé la finule. C'est la force de l'ONU. La force de l'ONU, la force d'intervention des Nations Unies au Liban, c'est ça que ça veut dire. Donc avec davantage de moyens, et en particulier, il y a pratiquement jusqu'à 12 000 hommes ou 13 000 hommes. Au départ, c'était d'ailleurs commandé par les Français. Le premier général qui était présent, c'était un général français, donc en 2006-2007. Et l'idée, c'était de neutraliser en termes d'armes et de tensions toute la partie du Sud-Liban qui va jusqu'au Litanie, faire en sorte qu'il n'y ait pas de force du Hezbollah. Et aussi, c'était très important que les forces armées libanaises
viennent dans cette région. Autrement dit, que dans cette région, il n'y ait plus que la FINUL, c'est-à-dire les forces des casques bleus, françaises, italiennes, etc., et les forces armées. Ni le Hezbollah, ni l'armée israélienne. Bien sûr que non. L'armée israélienne n'a rien à y faire, puisque c'est un territoire libanais. Mais les Hezbollah, alors évidemment, au fil du temps, cette résolution a été régulièrement bafouée. C'est-à-dire qu'il y a eu sans arrêt des violations de l'espace aérien libanais par l'armée israélienne. Et puis le Hezbollah s'est réimplanté. Le Hezbollah est vraiment chez lui. Moi, je suis allé souvent au sud-Liban, et c'est vrai que de près ou de loin, et pas simplement des militants armés, c'est aussi l'organisation politique qui était là pour des raisons multiples. Mais que va devenir cette région du sud du Liban? Écoutez, c'est toute la question. Sera occupée administrativement par l'armée israélienne? Alors je crois justement que les Israéliens ne vont pas réoccuper cette zone, car ils l'ont occupée en partie au moins pendant très longtemps. Ils l'ont fait il y a aussi très longtemps en 1982. Enfin, il y a eu plusieurs épisodes comme ça en 78, en 82, en 2006. Mais là, je pense qu'ils ont une autre stratégie qui consiste à, en partie, la rendre certains secteurs de cette zone invivables, notamment les villages tout proches de la frontière. Un bon nombre ont été détruits, et puis pouvoir avoir cette possibilité d'intervenir de manière, soit par l'aviation, d'autres moyens, sans être présent tout en étant présent. Les drones jouent un rôle majeur. Quand vous parlez à un Libanais aujourd'hui, il a du bourdonnement de drones dans les oreilles, où qu'il soit, et quel qu'il soit. J'ai des amis qui revenaient de Beyrouth il y a quelques jours qui me disaient ça, on ne pouvait plus dormir. Ils ont une espèce d'anxiété de ces drones qui frappent un peu partout. Donc on est dans cette situation, donc il est possible que cette zone du Sud-Liban devienne une sorte de zone de sécurité pour les Israéliens et par conséquent une zone d'insécurité complète pour les Libanais. C'est pour ça qu'on est loin d'un accord qui vraiment réglerait les problèmes. Alors venons-en maintenant à Gaza. Peut-être d'abord une réaction sur, non pas les propos, mais en tout cas ce qu'écrit le pape dans le livre à paraître demain, déjà révélé dès hier dimanche par la Stampa. Il cite des experts qui disent que ce qui est à Gaza ressemble à un génocide. On a vu la réaction d'Israël et de l'ambassadeur près le Saint-Siège qui dément catégoriquement. Qu'est-ce que ça change au fond de nommer juridiquement une situation? Parce qu'il y a quelques jours, c'était par exemple Human Rights Watch qui parlait non pas de génocide, mais de crimes contre l'humanité. Oui, sur le plan juridique, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, enfin les crimes de guerre sont assez faciles à repérer, c'est les violations graves de la 4e Convention de Genève. Quand on tire sur des civils, ce sont des crimes de guerre. Il est évident qu'il y a des crimes de guerre à Gaza commis par l'armée israélienne. Les crimes contre l'humanité, c'est plus compliqué, mais là encore, on peut avoir des informations assez précises et conclure au fait qu'il y a des crimes d'humanité. Pour le génocide, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça implique un certain nombre d'actes, mais ça implique aussi de démontrer qu'il y a une intention génocidaire. C'est ça le point central. Actuellement, la Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud il y a plusieurs semaines, et elle devrait rendre un arrêt sur ce sujet. Elle avait parlé en janvier, quand elle avait fait une première prise de position, elle avait dit qu'il y avait des risques génocidaires et qu'il fallait qu'Israël fasse le nécessaire pour que les actes qui pourraient relever d'un génocide ne soient pas commis. On en est là. Donc il faut attendre la qualification ou non par la Cour internationale de justice pour pouvoir dire juridiquement c'est établi. Je crois qu'il ne faut pas se substituer à la justice, sinon ça relève quoi? Même venant du pape, ça relève évidemment d'un discours qui est un peu politique, même si pour le pape c'est un peu particulier, et ensuite c'est de la polémique. Évidemment l'ambassade israélienne va aussi dire mais non, il n'y a pas de génocide. Donc on est dans un champ absolument stérile. Il faut attendre l'arrêt de la Cour qui va, après avoir des mois d'enquête, dire 1, il y a eu des actes, 2, il y a eu intention. Et c'est ça la complexité pour qualifier des actes, pour dire que c'est un génocide. Alors, le 6 octobre dernier, l'armée israélienne a lancé une opération dans le nord, la partie précise du nord de l'enclave palestinienne, Jabalia, Beth Laïa. Il y a encore eu hier 56 personnes tuées, dont 30 à Beth Laïa. Toujours pas de cessez-le-feu en vue. Pourquoi l'armée israélienne dit que le Hamas essaie de se reconstituer dans cette partie précise du territoire? Quelle est votre analyse? Je crois que c'est un prétexte pour préparer la suite. La suite, il y a des plans dans la presse israélienne qui sont très clairs, qui consistent à faire en sorte qu'Israël conserverait, je dis conserverait, je ne sais pas si ça sera fait, toute la partie nord de Gaza que vous évoquez là. Quand vous dites garder, c'est-à-dire y installer des colonies, par exemple ? C'est-à-dire établir évidemment une base militaire ou l'équivalent d'une base militaire, et pourquoi pas, en tout cas certains le souhaitent au sein du gouvernement, de nouvelles colonies. Donc toute cette partie nord doit être vide de tout habitant palestinien. Ce qui fait qu'il y a depuis plusieurs semaines ce que Human Rights Watch appelle un nettoyage ethnique, c'est-à-dire qu'on pousse
les Palestiniens dans des conditions absolument scandaleuses. Ça a été dit aussi même par les Nations Unies. C'est des déplacements forcés de population vers le sud, où ils vont se retrouver évidemment dans l'errance absolue, puisqu'il n'y a aucun lieu sûr et aucun endroit où pouvoir être en Israël abri. dit que si le Hamas se rendait en cas de réduction, ça stopperait tout. Je pense que c'est aussi un discours. Je pense que la volonté de Netanyahou et de son gouvernement, c'est de mettre définitivement la main sur Gaza. Il y a des plans, il suffit de regarder la presse israélienne, avec des zones de regroupement un peu au sud, autour de Rafah. Et puis du côté de Khan Younis, voilà, on est en train d'entasser la population, plus personne au nord ou presque plus personne au nord, avec un couloir dit de sécurité entre la partie qui est à Khan Younis et la partie qui est à Rafah. C'est-à-dire qu'on encercle complètement, et le mot entassé est terrible, mais c'est vrai, les Palestiniens, dans ce qui va devenir pendant un temps indéterminé, une espèce de camp de démunis, puisqu'il n'y a aucun abri sûr. Quand on voit les images que l'on voit ont été tournées par une envoyée spéciale de l'UNRWA qui a pu entrer à Gaza et qui avait filmé à bord de son volant l'état des destructions à Gaza. Ça veut dire que les gens actuellement dans cette région que j'évoque, dans le sud, sont dans une espèce de tente, dans des abris absolument de fortune. Et donc c'est vraiment la volonté du gouvernement de vider, le terme est terrible, le nord de Gaza, de sa population palestinienne. Entre le Fatah, entre l'autorité palestinienne dominée par le Fatah, de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas aujourd'hui, président de l'autorité palestinienne, il y a des discussions pour administrer ensuite la bande de Gaza. C'est quelque chose qui est envisageable ? Un gouvernement d'union nationale sur Gaza ? Écoutez, ils auraient peut-être dû penser à ça avant. La direction palestinienne, elle est toujours divisée. Elle a loupé beaucoup d'occasions tout à fait essentielles d'agir vraiment. Donc maintenant, c'est très tard. Même s'ils se mettent d'accord, je viens de l'évoquer, les Israéliens n'en veulent pas. Et les Israéliens, ils sont maîtres du terrain. Et comme en plus, à partir de janvier prochain, ça ne vous a pas échappé, Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, il est évident que Netanyahou, ceux qui l'attendaient d'ailleurs, ceux qui l'espéraient et attendaient, eh bien, va pouvoir avoir le soutien des États-Unis pour faire le plan que j'évoquais. C'est vrai qu'on entend beaucoup que l'administration Trump est pro-israélienne. On évoque Marc Rubio notamment pour être chef de la diplomatie américaine, mais que dans le même temps, Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre et qui dit qu'il va résoudre l'Ukraine en 24 heures et aussi le Proche-Orient. Selon vous, qu'est-ce que ça change l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ? C'est l'Iran qui doit s'inquiéter ? Il y a plusieurs sujets. L'Iran, c'est encore autre chose. Mais si on reste sur Gaza et sur la Palestine, ça signifie très clairement que rien de neuf ne va se passer à Gaza. C'est-à-dire que ces 2 millions d'habitants vont vraiment être laissés pour compte. Et pour la Cisjordanie, on envoie un ambassadeur américain qui est en fait un fervent partisan de la colonisation et qui vient de dire il y a 48 heures qu'il était pour l'annexion de la Cisjordanie, qu'il appelle la Judée-Samarie, par Israël. Donc vous voyez, voilà ce que ça va changer. En quelques mots, l'Iran prochain front avec Donald Trump ou pas du tout ? Écoutez, c'est pas en 2 secondes qu'on peut dire ça. Je crois que c'est plus compliqué que ça, parce que la configuration géopolitique a changé. Les relations avec l'Arabie Saoudite ont évolué. Donc l'Arabie Saoudite s'oppose à toute attaque. Oui, c'est ça. Et l'Arabie Saoudite a vraiment ouvert sa diplomatie du côté de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et donc la configuration est différente. Donc bien malin celui qui pourrait savoir exactement comment les choses vont tourner. Mais je crois qu'il faut se garder justement de conclusions trop rapides. Attendons de voir. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollaud d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.